Ich so nicht pur Satz op Lützeburg und dann hun ich aber aus Respekt zu unsere frankophonen Auditoire dann aber auch etwas auf Französisch präpariert. Wie den Herr Schmidt et schon ugefeiert huet Revue passieren und dat wollte ich auch immer dir schma, aber auch wat die Woche so geht, weil ich fand dat extrem wichtig, weil du will ich vier Ober besoen ihr schwarzen Haut ganz viel drüber, dat kann er schlecht Rosin an älteren geschéet sinn, weil dann oft e Krich ufeiert op geht och nach Haut, obwohl man haut neien Toiletage vun Divors ze beschun. Mir heinst du as doch segen fir Kanner an älteren sich endlich kennen, an älteren sich endlich schäden. Kannst du mengen Eltern kommmer bleiben zu summen, da das mir einfach fir Kanner, dann hun sie het Impfeld, Haus oder Appartement, Dorf wo sie wohnen. Mir heinst was einfach besser endlich e Schlussstrich zu ziehen. Und dafür fand ich es immens interessant, wenn ich zurückblickt, ob das, was geschieht ist, seit Lützeburg mit dem Divorce. Und du erlaubst mir dann effektiv bis auf 17 Jahre zurückzugehen. Also ich fand immens passionant, was über die letzten Jahre geschieht ist, auch wo wir eben in 2018 gekommen sind. Donc, da gebe ich lo dann aufhängen, aber dann auf Französisch schwätzen. Donc, c'est la réforme donc, de 2018 donc, qui a introduit le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales constitue effectivement une pierre angulaire dans notre droit. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, et ceci depuis les années 70. Ainsi, dans les années 70, die Welt 70er Jahren, le législateur luxembourgeois donc, a souhaité soudainement favoriser en fait, le divorce par consentement mutuel. Il ne faut pas oublier, le divorce par consentement mutuel, c'est celui donc, où les deux partenaires, les deux conjoints sont donc d'accord sur le principe de divorcer et s'accordent aussi sur tout ce qui est autour, c'est-à-dire pension alimentaire, garde des enfants. Jusque-là, le divorce par consentement mutuel était quand même assez compliqué parce qu'il était entouré de moult conditions. Et là, dans les années 70, on a pensé à abandonner beaucoup de conditions de ce divorce par consentement mutuel et à n'en retenir que certaines, c'est-à-dire il fallait quand même au moins avoir perduré dans les liens du mariage pendant 2 ans, et il fallait avoir 23 ans pour les conjoints. Pourquoi ces conditions? Bah, pour éviter qu'un conjoint ne prenne peut-être à la légère une décision, ou que les deux conjoints prennent à la légère la décision de divorcer par consentement mutuel. À l'époque, il fallait encore 3 comparutions devant le juge pour pouvoir aboutir dans le projet de consentement mutuel. Dans les années 90, ce divorce était encore allégé dans ces conditions et les comparutions devant le juge étaient ramenées à 2. Donc, vous voyez, dans une optique de faciliter ce divorce par consentement mutuel, qui est quand même une forme de divorce très pacificatrice. Mais toujours dans les années 70, il y a aussi l'autre divorce, le fameux divorce pour faute, qui aujourd'hui n'existe plus. Heureusement ou malheureusement, ça se laisse discuter. En tout cas, dans les années 70, ce divorce pour faute était aussi allégé. On pensait aussi à rafraîchir ce divorce. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, quelles étaient ces fautes? D'une part, il y avait l'adultère. Aujourd'hui, c'est difficilement imaginable, mais oui, c'était l'adultère. On ne regardait pas à l'époque pourquoi il y avait un adultère. Ce qui changeait dans les années 2000 et dans les années 70, adultère, faute. Il y avait à l'époque les excès, sévices et injures graves et la condamnation criminelle. Bon, dans les années 70, on décidait, bon, plus précisément en 1978, on décidait d'abolir l'adultère et la condamnation à une peine criminelle comme euh, 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 cause spécifique du divorce, et on ne retenait plus que les sévices et injures graves qui donnaient, peut-être certains d'entre vous le connaissent encore, qui aboutissait donc à l'article 229, le fameux article 229 du Code civil luxembourgeois, qui était le siège de la matière du divorce pour faute à partir de 1978. Peut-être à cet endroit, je me permets encore de dire, encore, de donner encore une autre précision en ce qui concerne ces fameuses années donc 70, donc grand bousculement des mœurs des années 70 dans le droit de la famille luxembourgeois. On a introduit une troisième forme de divorce, le divorce pour rupture de la vie commune.
Et pourquoi est-ce que c'était tellement intéressant? Donc, encore une fois, à l'époque, donc, dans les années 70, on avait deux formes de divorce. Le divorce pour consentement mutuel, qui, on vient de le voir, fut allégé, mais il ne faut pas oublier, si un des deux n'est pas d'accord pour divorcer par consentement mutuel, bah, on ne pouvait pas divorcer par consentement mutuel. Et deuxième constatation, si, imaginons qu'un partenaire en avait marre, mais il n'avait pas de faute à reprocher à l'autre, bah, tout simplement, on ne pouvait pas divorcer. Personnellement, je trouve ça un constat extrêmement grave. Normalement, en droit civil, quand on conclut un quelconque contrat, il faut respecter les contrats, c'est inscrit dans le code civil, mais normalement, on a quand même, comment dire, une possibilité de résiliation, même en observant un certain délai, mais on peut sortir des contrats. Alors là, il y avait un contrat, et le plus important, je trouve, où on ne pouvait pas sortir. Donc, dans les années 70, et sur pression d'une certaine aile de la politique, on a introduit donc finalement ce divorce pour rupture de la vie commune. En gros, après trois, donc si on voulait divorcer, on pouvait partir du domicile conjugal et dès que cette séparation de fait durait pendant 3 ans, on pouvait alors introduire la demande en divorce devant le tribunal. Mais toujours, il y a toujours les deux côtés. Dans le droit, il faut toujours observer la balance. Il y avait évidemment des milieux conservateurs aussi dans les années 70 qui avaient peur de cette troisième forme de divorce qui était beaucoup trop libérale à leurs yeux et ils demandaient un barrage. Voilà pourquoi, juste pour mentionner ce terme, on a introduit dans le Code civil à l'époque la fameuse clause de dureté. C'est peut-être un terme que certains ont déjà entendu. C'était une, comme un barrage, comme je viens de le dire, qui permettait au juge exceptionnellement de ne pas faire droit à cette demande en divorce pour rupture de la vie commune même si la condition était remplie, c'est-à-dire si avec séparation de fait de 3 ans, il pouvait quand même, si, maintenant ça devient intéressant, à ses yeux, donc aux yeux du magistrat, ce divorce les conséquences de ce divorce seraient trop rudes pour l'autre conjoint et pour les enfants, alors il pouvait refuser de faire droit à la demande en divorce pour rupture de la vie commune. Je dois quand même dire cette clause de dureté, même si inscrite dans le Code civil en 78, était maniée de façon très parcimonieuse par les magistrats, c'est-à-dire elle n'était presque jamais appliquée. Et je ne me souviens même pas d'avoir trouvé un jugement à ce sujet. Mais bah, ils doivent en exister, mais c'était vraiment manié avec parcimonie pour pas justement abolir en fait de nouveau ce divorce pour rupture de la vie commune qui venait d'être introduit. Ce qui est encore intéressant, et ça, là, je voudrais juste dire un mot de la jurisprudence. Donc, en 2018, les législateurs, effectivement, avec notre fameuse réforme, donc ce grand toilettage en droit de la famille luxembourgeois en 2018, hein, donc la loi du 27 juin 2018 qui a introduit donc finalement le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, soit mentionné que cette loi, elle a aboli le divorce pour faute et elle a aboli aussi ce divorce pour rupture de la vie commune dont je viens de parler. Depuis 2018, on a sur la toile luxembourgeoise que le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales et le divorce par consentement mutuel, dont d'ailleurs les conditions ont encore une fois été allégées. Mais déjà avant 2018, donc avant 2018, on avait encore le divorce pour faute, le divorce pour rupture, la vie commune et le divorce par consentement mutuel. Il est intéressant de noter que les magistrats qui siégeaient à l'époque à la quatrième chambre du tribunal d'arrondissement, également les magistrats qui s'occupaient des divorces au tribunal d'arrondissement d'Ikirch, essayaient déjà, comment dire, de donner plus facilement, plus aisément gain de cause à ces demandeurs en divorce pour faute. Parce que comment est-ce qu'on perçoit une faute? On peut la percevoir de façon plus ou moins sévèrement. Et si vous suivez la jurisprudence, si vous regardez la jurisprudence, par exemple, dans les années 90, la faute était encore appréciée de façon beaucoup plus sévère, c'est-à-dire il y avait des demandes en divorce qui étaient déclarées non fondées, donc encore une fois, le couple n'était pas divorcé, mais de plus en plus, dans les années 2000, 2015, justement avant la réforme, cette faute, elle était appréciée de façon beaucoup plus légère, c'est-à-dire pour donner gain de cause. Parce que qu'est-ce que ça sert à rien de déclarer des demandes en divorce pour faute non fondée. Et en fait, ce couple, voilà, il faut qu'il puisse divorcer.
Et je me rappelle, j'ai vu des jugements où justement, donc, les gens n'arrivaient pas à divorcer par consentement mutuel. La faute, le tribunal, c'était un jugement, je me rappelle, dans les années 90, la faute, elle n'était pas retenue. Bah, alors, il fallait bien qu'un des deux parte du domicile conjugal pour entamer ce délai de 3 ans pour enfin pouvoir après donc déposer une demande pour rupture de la vie commune. Bon, juste, je me rappelle d'un exemple de jurisprudence que j'ai lu et que j'ai toujours donné aux étudiants. Bon, moi, ça m'a fait un peu rire. Donc, pour vous dire comment est-ce que les magistrats sont pris pour retenir des fautes, même si en fait, au sens juridique, il n'y en avait pas, hein, parce qu'il y a le 229, l'article 229 du Code civil, qui décrit la faute, hein, les sévices et injures graves, mais on essayait quand même alors d'en retenir une. Alors souvent, on faisait venir les gens en chambre en comparution des parties, et on essayait donc qu'il fasse d'être un aveu d'une relation extra-conjugale, bon, pour avoir quelque chose, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose pour se mettre sous la dent, pour pouvoir dire le divorce fondé. Alors là, il y avait un exemple où on retenait alors lors de la comparution des parties que donc euh, monsieur, donc moi c'était monsieur, il a librement fait l'aveu en audience publique donc, du tribunal d'avoir pendant toute la durée de la vie commune consacré beaucoup de temps à son ordinateur au détriment de sa vie de couple. Et il y avait la dame qui elle-même, elle a fait l'aveu à la même audience qu'elle a consacré tout son temps exclusivement à l'éducation de l'enfant commun et de ne plus avoir dialogué. Ça, c'est le mot magique, de toute façon, dialogue. Je dis comparution, voilà. De ne... J'ai dit pas non. De ne plus avoir dialogué avec son époux. Et alors là, on pouvait faire droit à la demande en divorce. Parce qu'encore une fois, vous avez des couples, ils ne sont pas d'accord pour divorcer par consentement mutuel. Pourquoi? Mais parce que les mesures accessoires, la pension alimentaire ou la garde de l'enfant, on n'arrive pas à tomber d'accord. Mais en fait, tous les deux, ils sont d'accord sur le principe du divorce. Mais dans la constellation d'avant 2018 et avant que les magistrats ne deviennent plus libéraux, euh, c'était guère possible. Et ça sert à personne. Et en premier lieu, ça ne sert pas à l'enfant et aux enfants. Parce qu'encore une fois, je le dis en luxembourgeois, das ist Segen, hein, c'est vraiment bénéfique pour l'enfant, parfois, quand les parents enfin se séparent. Et voilà, donc oui, bah, je continue. Donc ce jugement, donc ces faits d'indifférence et d'absence de dialogue, donc constituent de part et d'autre une violation grave et répétée des devoirs conjugaux. Et donc on pouvait donc retenir une faute dans le cadre de l'article 229 du Code civil et les divorces étaient prononcés. C'était en 2003 qu'on commençait enfin de parler de la réforme qui a abouti seulement 15 ans plus tard, 2018. Et c'est en 2003 que ça a commencé à parler dans les couloirs du pouvoir législatif. C'est là que les travaux parlementaires ont commencé, mais c'était pas évident, juste, surtout pour certains points, c'était pas évident. Mais il y avait un point qui causait beaucoup de problèmes, c'était cette histoire de pension alimentaire pour la femme divorcée, les droits de pension pour le conjoint qui n'a jamais travaillé. Ça, c'était un point qui retenait beaucoup l'attention du législateur, d'ailleurs, qui est un point qui n'est pas facile à solutionner. Et voilà pourquoi, en gros, la réforme a duré 15 ans. Bon, de toute façon, les grandes réformes en droit de la famille, c'est pas simple, hein, il faut faire des choix. Euh, mais avant donc que cette réforme 2018 n'aboutisse, j'aimerais quand même encore aussi dire un mot sur certaines étapes intéressantes, voire marquantes en droit de la famille luxembourgeois. Ainsi, en 2008, s'est passé quelque chose d'extrêmement important. En 2008, il y avait un plaideur ou des plaideurs qui ont demandé au juge du fond de saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Maintenant, on va parler de l'autorité parentale. Vous savez que l'autorité parentale conjointe, ce fameux principe, a été effectivement introduit par la loi donc, de 2018, mais déjà avant, il y avait des choses. Et ces choses sont dues au travail de certains magistrats et au travail de certains plaideurs qui ont amené les magistrats à prendre certaines décisions. Donc, avant la réforme 2018, quel était le principe? Là, je me permets peut-être de lire les deux dispositions anciennes du Code civil, comme ça c'est plus clair.
Donc, avant 2018, le Code civil disait dans un article 378 que les parents, si les parents sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Le 302 ancien du Code civil disait que les tribunaux statuant sur le divorce confiera la garde des enfants suivant ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Bon, quand même, on a déjà cette notion d'intérêt de l'enfant avant 2018 dans la loi luxembourgeoise, soit dans l'un ou l'autre conjoint. L'autorité parentale étant exercée conformément bon, à l'article que je viens de vous lire. C'est-à-dire qu'avant 2018, lorsqu'un divorce était prononcé, il y avait effectivement un des deux parents qui avait l'autorité parentale et c'était celui qui avait la garde de l'enfant. Garde, d'ailleurs, terme qui a complètement maintenant disparu de notre langage puisque la loi de 2018, elle ne parle plus de garde, elle parle encore de résidence de l'enfant et d'autorité parentale. En pratique, on le sait tous, c'était très souvent la maman qui a eu alors la garde, donc qui a eu l'autorité parentale, donc die had etwas zu sagen. Hein? Et l'autre, il n'avait rien à dire. Droit de visite et de surveillance, c'est très beau, mais bon, hein, c'était... Alors très souvent, effectivement, chaque deuxième samedi, et c'est tout. Voilà. Et là, il y avait un plaideur, enfin, qui en 2008 a pris l'initiative de demander la saisine de la Cour constitutionnelle. Et là, il y a eu un arrêt, le 12 décembre 2008, qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, on va le voir, elle a rendu beaucoup, beaucoup d'arrêts extrêmement intéressants en droit de la famille. En fait, elle prend le relais aussi pour l'instant du législateur en matière de filiation. Hein, donc, c'est le magistrat qui remplace, si on a le droit de le dire, actuellement le législateur en matière de filiation. Et à cette époque, en 2008, il remplaçait aussi le législateur en matière d'autorité parentale, puisqu'en 2008, il n'y avait pas encore ce changement législatif qu'on a connu seulement en 2018. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Cour constitutionnelle? Elle a dit que dans la mesure où ces articles que je viens de vous lire n'autorisent pas l'exercice conjoint par les deux parents divorcés de l'autorité parentale sur les enfants communs, ces articles sont anticonstitutionnels. Juste pour dire deux mots de la motivation de la Cour, de toute façon, cet arrêt, on le trouve sur le site de la Cour constitutionnelle. Les arrêts sont libres à la lecture. Deux grandes lignes de la motivation de la Cour. D'abord, évidemment, elle motive en se référant à l'intérêt de l'enfant. Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que cette autorité parentale soit seulement confiée à un des deux, parce que par la nature, un enfant a toujours deux parents. Voilà, toujours, en fait, hein, toujours. Deux parents, ça, on ne peut rien échanger. L'espèce humaine se reproduit ainsi. Et la Cour, elle faisait aussi référence, pour appuyer sa motivation, à deux instruments internationaux. D'accord, là, on va encore entendre des choses cet après-midi. Et tout à l'heure, la Convention relative aux droits de l'enfant et le protocole 7 à à la Convention européenne des droits de l'homme. Justement, donc, pour dire, la Cour constitutionnelle disait, voilà, ici, toi, le législateur luxembourgeois, tu ne remplis pas tes devoirs et tu ne respectes pas les instruments internationaux que tu as néanmoins signés et ratifiés. Ce qui est important, c'est que dorénavant, donc depuis cet arrêt de la Cour constitue, sont comparables de par leur même rapport de parenté à l'égard de l'enfant commun, tous les parents, qu'on soit divorcé, qu'on soit parent naturel, peu importe le statut marital de parent, ce qui compte, c'est qu'on est parent vis-à-vis de cet enfant. Donc cette autorité parentale, elle doit perdurer au-delà de chaque séparation. Maintenant, on peut encore se poser la question, ça c'est aussi un point juridique. Bon, c'est la Cour constitutionnelle qui a parlé, mais c'est pas pour autant qu'en 2008, la loi a changé, n'est-ce pas? Donc, ça, encore une fois, ça a pris du temps jusqu'en 2018. Qu'est-ce qu'entre-temps les tribunaux ont dû faire? Ben, en droit luxembourgeois, un arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir, n'a pas la conséquence d'abolir un texte de loi. Le texte de loi, il perdure dans le Code civil, mais chaque magistrat du fond, c'est-à-dire les tribunaux d'arrondissement en l'espèce, qui sont saisis d'un litige où ce point de droit est impliqué, ils doivent observer quand même les arrêts
les solutions données par les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc, en pratique, depuis 2008, l'autorité parentale était dans les dossiers, on donnait l'autorité parentale conjointe même après divorce. Vous voyez, ce relais qu'ont pris les magistrats de la Cour constitutionnelle. C'est fantastique, hein, parce qu'encore une fois, la loi, elle a mis encore 10 ans jusqu'à être votée. Entre-temps, on a quand même, on a quand même pu voilà, rétablir le droit de chaque parent et rétablir le droit des enfants, parce que pour un enfant aussi, pas toujours, mais c'est quand même aussi bénéfique qu'après divorce, un enfant puisse garder son contact avec les deux parents. Alors que, bon, en pratique, même avec une autorité parentale conjointe, je l'ai dit juste entre parenthèses, c'est pas toujours gagné, hein. Euh, Encore une considération juridique qui est intéressante aussi pour montrer cette importance de ce principe de dualité de l'autorité parentale après divorce. Si vous vous référez aux dispositions transitoires de la loi de 2018, les articles 15 et 16, vous y lisez qu'effectivement, cette nouvelle loi elle est seulement applicable au dossier de divorce introduit après son entrée en vigueur, donc novembre 2018. Mais la loi fait une exception. Elle dit tout ce qui concerne l'autorité parentale conjointe est déjà applicable au dossier introduit avant. Donc là aussi, vous voyez cette importance qui est donnée à ce principe de l'autorité parentale conjointe. En pratique, actuellement, la quatrième chambre du tribunal d'arrondissement Luxembourg et à Diekirch, donc les juges en charge des affaires des divorces, traitent encore les anciens dossiers des divorces, c'est-à-dire les divorces qui ont été introduits avant novembre 2018. Mais dans ces dossiers, bien que ce soit encore les anciens articles du Code civil qui soient appliqués, c'est que pour l'autorité parentale conjointe, on n'a plus besoin de se servir de cet arrêt de la Cour constitutionnelle parce qu'on a déjà le droit de se servir de la nouvelle disposition de la loi 2018. Parce qu'il y a cette exception donc, dans la loi qui nous permet déjà dans les anciens dossiers de, d'appliquer la loi de 2018 quant à ce point de l'autorité parentale conjointe. Bon, comme je viens de le dire, même donc si on a introduit ce principe de l'autorité parentale conjointe, c'est effectivement c'est extrêmement important. C'est voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Mais encore une fois, il ne faut pas penser bon, que cette introduction elle éradique tous les problèmes. Au contraire, maintenant, il y a des parents qui se donnent la mission, n'est-ce pas, de faire perdre à l'autre l'autorité parentale par beaucoup de stratagèmes. D'un autre côté aussi, il y a des parents qui essayent par tous les moyens de vouloir exercer cette autorité parentale. Ils instrumentalisent l'autorité parentale pour apaiser leur ego. C'est pas tellement l'enfant qui les intéresse, mais c'est plutôt le fait de dire, ah, moi, je suis aussi titulaire de l'autorité parentale, voilà, donc c'est pas toi qui décides, mais moi, je décide aussi, hein. Bon, mais ça, les avocats et les magistrats qui travaillent donc au JAF sauront encore vous raconter encore beaucoup plus d'anecdotes, et vous aussi qui travaillez sur le terrain, vous devez vivre ça tous les jours avec ce que vous racontent donc les gens en détresse. Quand on parle d'enfants, et on vient déjà de le mentionner, il faut parler aussi de la filiation. Malheureusement, filiation, maintenant, je pouvais vous rapporter donc beaucoup d'étapes d'un grand toilettage qui a eu lieu en droit de la famille, le divorce, l'autorité parentale, l'introduction du JAF. Mais au niveau de la filiation, il n'y a pas encore eu le toilettage. Il y a déjà eu des propositions de loi, des projets de loi, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à la fin de nos peines. Le législateur n'est pas encore à la fin de ses peines. Mais là encore, il y a des choses qui vont se faire. Pour l'instant, on a encore une distinction entre filiation naturelle et filiation légitime. Ça, je crois qu'on peut le dire. Ce sera certainement aboli pour qu'à l'avenir, on ne puisse encore seulement parler d'une sorte de filiation, c'est-à-dire la filiation, et qu'on ne va plus faire de distinction entre des parents mariés, non mariés, pacsés, concubins. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit important, hein, parce qu'un enfant est un enfant, peu importe le statut marital de ses parents, de ses géniteurs. Mais
il faut se rendre compte que du fait qu'aujourd'hui en Luxembourg, on a encore cette différenciation entre filiation naturelle et filiation légitime, on a une multitude de modes d'établissement de la filiation. Filiation naturelle, paternelle, filiation légitime et une multitude d'actions judiciaires relatives à la constatation et à la contestation de la filiation. Ce qui nous fait vraiment une véritable jungle, une jungle du contentieux de la filiation. Et à ce sujet, de nouveau, il est extrêmement intéressant que pour défraîchir en fait cette jungle, la Cour constitutionnelle, depuis les dernières années, nous a aidés. Il y a au moins quatre arrêts en matière de filiation. Bon, je ne vais pas maintenant entrer dans les détails, juste pour donner les grandes lignes. Il y en avait un en 2009, 2011, 2012, 2014, des arrêts de la Cour constitutionnelle qui essayaient de rétablir l'égalité entre parents naturels et enfants naturels, parents légitimes, enfants légitimes. Parce que, enfin, je vous donne un exemple. Par exemple, quand un enfant quand on parle d'enfant naturel, et quand un enfant naturel ou sa mère veut rechercher la paternité naturelle, donc action en recherche de paternité, il y a d'autres délais qui s'appliquent à cette action que si un enfant veut lancer une action en réclamation d'État, c'est-à-dire, en gros, établir sa filiation légitime. Et c'est quand même pas juste que quand un enfant légitime vient devant le juge, ou vice-versa, quand un enfant naturel vient devant le juge pour demander que sa filiation soit établie, ou au contraire, quand un père vient devant le juge pour demander une contestation de filiation, qu'il soit traité de façon plus ou moins bien, c'est-à-dire que leur action soit rejetée parce qu'on dit, ah non, le délai qui est fixé dans la loi est expiré, tu ne peux plus euh, prospérer dans ton action parce que le délai a expiré. Alors que si on était, par exemple, un parent ou un enfant naturel, peu importe, ou légitime, hein, on aurait encore la possibilité de le faire. Donc, ça ne peut pas tenir au statut marital qu'on entretient avec l'autre que de pouvoir aboutir ou non dans son action relative à la filiation, en contestation ou en constatation. Donc, je ne sais pas si j'étais claire là-dessus, mais le résultat est important. Le résultat d'emmener à la vérité biologique. Et il ne faut pas que vous soyez renvoyer à la maison, si je puis dire, parce qu'on va vous dire de façon procédurale, ah, ton délai a expiré. C'est pas correct. Action en désaveu de paternité, par exemple. Action réservée au mari de la femme. C'était un délai extrêmement court. Je crois que c'était 6 mois, qui figure dans le Code civil, d'ailleurs encore aujourd'hui. Article 316 du Code civil. 6 mois. Si un père naturel, c'est-à-dire qui n'était jamais marié avec la maman, peut contester sa reconnaissance, il y a beaucoup de il y a des cas où des hommes reconnaissent un enfant, et si par après ça va mal dans la relation, alors ils disent, oh, je vais contester la reconnaissance parce qu'en fait, je crois que je ne suis pas le papa. Celui-là, il peut la contester pendant longtemps, pendant très longtemps. Alors que le père marié, c'est la filiation légitime, il pouvait seulement actionner, entrer en justice et actionner la femme pour dire qu'il n'est pas le père pendant 6 mois. Il y a une injustice, c'est pas correct. Et là, la Cour constitutionnelle, ça c'était par exemple l'arrêt de 2009, a dit non, c'est pas correct. Un père légitime doit pouvoir avoir les mêmes chances de combattre sa filiation qu'un père naturel. C'est un des exemples. Mais en quelque sorte, donc, la Cour constitutionnelle a sauvé les pères et les enfants, les mères, les familles, pour pouvoir engager des procédures et pour parvenir à la réalité. Voilà, maintenant, il me reste plus, parce qu'on avait donc le sujet, et dire vers un droit conforme aux droits de l'enfant, vers une justice conforme aux droits de l'enfant, moi, je me suis posé la question, deux questions en fait. Cette question, elle m'est venue lorsque j'ai regardé les dernières dispositions, parce qu'il y a eu quelques toilettages aussi en matière d'adoption. Par exemple, maintenant, dans le cadre d'une procédure d'adoption,
le Code civil vous dit que les magistrats doivent recueillir le consentement de l'enfant qui a qui a le discernement. Donc, il faut avoir le consentement, pas de l'enfant qui a 14 ans et qui a 12 ans. Non, la loi dit l'enfant muni du discernement, l'enfant qui a un discernement. Alors, je me pose en tant que magistrat, qui n'est jamais, malheureusement, suivi une formation de psychologie, je n'ai jamais eu de cours en psychologie ou quoi que ce soit. Comment est-ce que moi, je dois, dans une audience, me rendre compte, alors à la va-vite quand même, si un enfant dispose ou non du discernement nécessaire pour consentir en âme et conscience à une adoption? En fait, le texte de loi, il est très bien, c'est dans un but, euh, comment dire, non, je ne trouve pas le mot, mais c'est bien pensé par le législateur, c'était une bonne idée, mais encore une fois, un magistrat, trois magistrats qui siègent, qui doivent se rendre compte vite fait, parce qu'il y a plus qu'une affaire fixée par audience, si un enfant a le discernement ou non. Donc, je me pose la question, justice conforme aux droits de l'enfant, on peut aussi avoir des magistrats, droits de la famille, conformes aux droits de l'enfant. Et lorsque j'ai préparé la petite intervention, je me suis encore posé la question, parce que même avec tout ce qu'on a vu, avec ces énormes toilettages qu'il y a quand même eu sur la toile du droit de la famille luxembourgeois, est-ce que il ne faut pas aussi encore avoir des parents conformes aux droits des enfants? C'est avec cette observation que je clôt mes quelques réflexions. Je vous remercie pour votre attention.